Un jour, sur Instagram, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a parlé des NFT. Enfin, cette personne est venue me dire, «Oui, tu veux faire du business?» Et je sais pas, j'ai dit: «Bah oui, pourquoi pas?» même si bon, le message en soi, on aurait peut-être cru à une arnaque. Je sais pas, j'ai été assez ouverte d'esprit à ce moment-là et du coup, cette personne m'a parlé des NFT et m'a dit: «Bon, voilà, il y a quelque chose à faire, je pense que tu pourrais, y arriver avec ce que tu fais. Fais tes propres recherches et reviens me voir si ça t'intéresse.» Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight et Robert Spotlight au Rabel. Bienvenue dans le show. Salut! Merci de me recevoir. Bah de rien. Au Rabel, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors moi, mon prénom, c'est Mariama, mais mon nom d'artiste, c'est Orabel. J'ai 26 ans et je suis artiste, illustratrice et aussi designer graphique. Et j'habite dans le sud de la France. Et ça fait pas très longtemps que je suis maintenant artiste illustratrice à temps plein. Auparavant, j'étais designer graphique et je travaillais chez Le Temps des Cerises, qui est une marque de prêt-à-porter. Voilà. Du D'accord. coup, ouais. Ok. Donc le temps des cerises, c'est ce que tu faisais avant Oui, c'est ça, j'ai fait d'être plus ça. ou moins à plein temps. Oui, exactement. Bah, je faisais ça depuis 2019. Donc, ça faisait 2 ans et demi que j'étais graphiste là-bas. Je m'occupais de tout ce qui était visuel sur t-shirt imprimé, tous les supports de communication. Euh, voilà, parce que moi, de base, en fait, de formation, je suis graphiste. Mais après, pour le dessin, pour ce qui est du dessin, j'ai toujours fait ça depuis que je suis toute petite. Du coup, c'est vraiment l'illustration qui est au cœur de ce que j'aime faire. Et c'est vrai que le graphisme, c'est quelque chose dont je me suis dirigée vers le graphisme en fait parce que sans trop me poser de questions, sans trop savoir où j'allais, on va dire. Voilà, c'est le D'accord. genre de voie qu'on emprunte parce qu'elle se présente à nous. Et ouais, c'était pas forcément celle qui me correspondait, on va dire. Ok, nickel. Au niveau de donc tu es euh, graphic designer pour le temps des cerises. Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille par rapport au monde NFT? C'est quoi le moment où tu t'es dit, ah, il y a peut-être un truc là-bas? Alors en fait, à ce moment-là, je sortais de la première quarantaine du Covid en France. Et j'avais vraiment eu l'occasion du coup d'explorer plus mon art personnel parce que j'avais du temps vu que j'étais en chômage partiel. Et là, je me suis vraiment mise en tête de vouloir faire ma transition et de pouvoir un jour devenir artiste à temps plein, quoi. Mais pour ça, pour faire ma transition, j'avais besoin d'argent. Du coup, un jour, sur Instagram, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a parlé des NFT. Enfin, cette personne est venue me dire, «Oui, tu veux faire du business?» Et je sais pas, j'ai dit: «Bah oui, pourquoi pas?» même si bon, le message en soi, on aurait peut-être cru à une arnaque. Je sais pas, j'ai été assez ouverte d'esprit à ce moment-là et du coup, cette personne m'a parlé des NFT et m'a dit: «Bon, voilà, il y a quelque chose à faire, je pense que tu pourrais, y arriver avec ce que tu fais. Fais tes propres recherches et reviens me voir si ça t'intéresse.» Et en effet, je suis allée un peu voir ce qui se faisait et j'ai découvert un monde qui était encore assez méconnu, où il n'y avait pas grand monde et où je voyais des dessins se vendre pour assez cher quand même. Et pas forcément des choses que je fais. À l'époque, il n'y avait pas encore trop d'illustrations 2D, il y avait surtout du glitch art, du 3D et du trash Ça, art. c'est quelle période, ça? Ce que tu es en train d'évoquer? C'était c'était en septembre 2020, Ok, août-septembre 2020. Ouais, du coup, il y avait pas encore beaucoup d'artistes comme moi, et je me suis dit: «Bon, j'ai rien à perdre, on y va.» Du coup, cette personne m'a aidée en me prêtant, mon premier Ether pour mint, mes premières œuvres et c'est comme elle ça t'a que ça prêté? s'est
Oui, elle me l'a prêté, ouais. D'accord. Cette personne était quasiment sûre que j'allais vendre quelque chose. Du coup, elle m'a prêté mon premier Ether et je lui ai remboursé avec mes ventes d'après, assez rapidement. Et du coup, en fait, la personne qui te contacte en août 2020, elle te contacte sur Instagram, c'est ça? Oui, c'est ça, en message Et sur, privé. et sur Instagram, à l'époque, donc si on remonte dans le feed, ton feed, il ressemble à quoi? En août, donc disons juillet, août, ça ressemble à quoi? Juin, juillet, août. Ton feed, ça, il ressemble à quoi pour que quelqu'un vienne te dire, et est-ce que tu as pensé à NFT? Et d'ailleurs, tiens, je te prête un is. Eh ben, je pense que ça ressemblait à. Je faisais beaucoup de d'art lo-fi. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Un peu la lo-fi music. Ce sont des musiques assez détentes, assez chill, qui ont en général qui utilisent des illustrations assez cocoon, des illustrations qui font qu'on se sent bien ou qui font un peu appel à de la nostalgie ou de la mélancolie. Et c'était vraiment dans ce registre-là que j'ai commencé à faire de l'art. Et du coup, je pense que c'est en partie pour ça et aussi en partie pour mes personnages féminins qui m'a contacté. Mm. D'accord. Et du coup, le style que tu as dit, c'était comment? Tu peux juste le redire, désolé? Lo-fi, Lo-fi, ça s'appelle. Enfin, Ok, si on le ok, dit en français, Lo-fi. Mm. d'accord. Donc, je me suis juste permis d'aller attends, hop, sur ton Insta, juste pour donner un peu de contexte. Ouais, Euh, moi aussi, je vais voir parce que je me souviens plus boum. trop du coup ce qu'il y avait à ce moment-là. Donc, si j'ai pas de bêtises, donc ça c'est donc mai, ça c'est juin, donc ça c'est juin, donc c'est à partir de là, on va dire, hein. Oui, c'est à ce moment-là, oui. Donc la personne te contacte, elle voit ça, elle se dit attention, il y a du potentiel et il faut que je l'introduise au monde crypto art. Oui, c'est ça. Puis cette personne faisait ça avec d'autres artistes. J'ai pas été la seule qui l'a on board dans le milieu NFT. Et du coup, le type d'art que tu le crées avec quel outil? Tu le, tu le fais avec quel outil? C'est quoi un peu qui t'inspire quand tu le crées? Alors, je travaille beaucoup sur tablette graphique, même exclusivement quasiment. Je travaille sur iPad avec le logiciel Procreate. Et moi, ce qui m'inspire, je fais beaucoup de personnages féminins, je pense parce que déjà, je suis une femme. Et j'aime beaucoup parler de ce que je ressens et de mes émotions enfin, desquelles je ne parle pas forcément dans la vraie vie ou sur lesquelles je ne peux pas vraiment mettre de mots. J'aime bien les exprimer par le dessin et par les personnages que je crée. Et du coup, il en résulte des illustrations assez surréalistes qui font appel aux rêves, avec des personnages un peu magiques. Et j'aime bien aussi de temps en temps les mettre dans des environnements très fantastiques, très colorés. Et voilà, c'est de cette façon-là dont je m'exprime. Au final, mon art est assez personnel et introspectif. Mm. D'accord. Est-ce que on pourrait dire que ton art, c'est un peu une thérapie? Bah, exactement, oui. Oui, c'est une thérapie parce que, en fait, j'ai toujours dessiné, comme je disais au début. Et quand j'ai été adolescente, il y a eu une période où j'ai arrêté pendant plusieurs années, genre 4 ans, quelque chose comme ça. Et pendant ces années-là, et je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai eu l'impression que je me perdais. Enfin, que j'étais plus vraiment, j'avais plus la main sur qui j'étais et qu'est-ce qui fait que Mariama est comme ça. Euh, et il est arrivé un moment où j'étais vraiment très, très triste, enfin, pas du tout dans une bonne passe. Et je me suis redirigée vers le dessin assez, de façon instinctive. Et là,
je sais pas, je me suis remise à respirer, quoi, tout d'un coup. Alors, je me suis remise au dessin, pas sur la tablette graphique d'abord, tout simplement avec un crayon et des feuilles, comme au tout début, quand j'étais toute petite. Et au final, je sais pas, j'ai recommencé très régulièrement et je me suis enfin acheté ma première tablette graphique et c'est depuis cette période que je fais ça sérieusement. Mm. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que pour exprimer une idée, c'est plus simple pour toi de le dessiner que de l'exprimer à voix haute? Oui, exactement. Oui. Ou par écrit. D'accord. Donc, Mais à voix haute, ça passe rarement, comme j'aimerais le faire passer. d'accord. Ouais. Et du coup, lorsque tu es en train de créer une œuvre ou tu es en train de, donc, que ce soit devant ta tablette avec Procreate ou devant une feuille blanche avec un crayon, lorsque tu commences le premier trait, tu sais déjà ce que tu veux faire ou des fois tu te laisses emporter? Alors, en général, je me laisse emporter, mais quand j'aimerais, par exemple, commencer une nouvelle série autour d'un thème, là, par contre, je vais faire plutôt des recherches un peu plus rationnelles, avec des toutes petites, on appelle ça des thumbnails, ce sont de tout petits croquis en miniature pour faire des recherches de composition et d'esprit de collection, on va dire. Donc là, ça fait un peu plus appel à des attitudes de design et de communication euh, que, euh, que à l'art, enfin à l'expression pure et dure, on va dire. Donc tout dépend de. Enfin, des fois, je vais pouvoir dessiner de façon très très crue, sans me poser de questions et juste mettre ce que je veux. Et de temps en temps, bah, je vais plutôt rentrer dans un processus de design pour voir bah, ce que je veux créer, si je veux créer quelque chose avec plusieurs œuvres qui devront avoir une espèce de cohérence entre elles. Là, là, je vais être un peu plus rationnelle, quoi. Mm. Et c'est quoi qui fait qu'est-ce qui définit si tu es plus dans l'approche assez brute directe ou dans une approche un peu plus organisée? C'est quoi qui fait Je pense que c'est mon mood du moment. C'est vraiment moi comment je ressens les choses à un moment donné, on va dire. Si je le fais de façon plus dans l'émotion, dans l'affect, ça va en général pas être très, ça va jamais être prévu. C'est moi plutôt qui vais ressentir ce besoin de dessiner quelque chose et je vais le faire. Et des fois, le résultat va être bon, il va me plaire. Et là, je vais pouvoir le montrer, le partager et le mint. Soit le résultat, il me plaît pas et c'est peut-être trop privé, trop intime, et là, je le garde pour moi. Donc, en fait, ce que je vais mint en NFT, ça va plutôt être le résultat d'une réflexion au final. D'accord. Mais toujours en travaillant avec mes émotions au tout début, quoi. On va dire que je vais pas les travailler de la même façon. Et donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que autant il y a des personnes, si on tombe sur leur journal intime, on peut savoir plus ou moins ce qu'elles avaient en tête à un instant donné, etc. Si on parcourt en fait tes œuvres, on peut en quelque sorte avoir une idée de l'état dans lequel tu étais, du mood, etc. Oui. Mm. C'est un peu, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que tes œuvres, quand on les prend de manière chronologique, on pourrait voir ça comme une sorte de carnet intime. Oui, 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 pour certaines, oui, carrément, c'est clair. D'accord. Il y a Ok. certaines œuvres qui sont assez personnelles, ouais. Mm. D'accord. Aujourd'hui, tu es présente sur quelle blockchain? Sur Ethereum. Ok. Et tu utilises quel marketplace? Alors, j'utilise surtout Fondation et j'étais très présente sur Maker's Place et Non-Origin aussi. Et j'ai commencé sur Rarible. Mais maintenant, D'accord. je mint quasiment plus sur Rarible, ni sur Maker's Place et Non-Origin beaucoup moins. Je pense que je vais me Pourquoi? reconcentrer sur Foundation.
Pourquoi? Parce que tout simplement, Rarible et Maker's Place, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de gens en ce moment dessus. En fait, j'essaie de poster mon art là où il peut être vu. Et Non-Origin, j'attends de voir un peu ce qui se passe parce que récemment, ils ont été rachetés par eBay. Et du coup, j'attends de voir juste qu'est-ce que ça va donner en termes de curation, de gestion de la plateforme. Je veux voir si ça va pas être, s'il y aura toujours du trafic dessus au final. D'accord, ok. Est-ce que du coup tu prévois ou tu envisages également de te créer ta propre marketplace? Donc, c'est-à-dire d'avoir ton propre smart contract et d'avoir également ton site où des personnes peuvent venir minter ton art. Alors, en ce moment, j'ai déjà mon propre smart contract que j'ai créé sur Manifold. Et du coup, maintenant, on peut mint dessus sur Foundation et sur OpenSea. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. Euh, En revanche, non, je n'ai pas encore. Non, j'ai pas pensé à faire mon propre marketplace sur mon site. Tout simplement parce que je pense qu'il faut aussi. Enfin, j'aime bien tirer parti de l'audience qu'il y a déjà sur les marketplaces qui existent. Yes. Ça a beaucoup de sens. C'est juste le plus. Tu vois, si je fais un parallèle, tu sais, Web 2, Web 3, Web 2 Oui, avec influenceurs, avec réseaux sociaux, c'est en gros, si tu es un influenceur et que tu te bases 100% réseaux sociaux où tu n'as pas le contrôle, du jour au lendemain, en fait, tu sais, plus ou moins ton business, il peut disparaître, quoi. ouais, Et donc, carrément. Ouais. c'est pour ça que je posais le. De la même façon, en gros, je vais vraiment aller loin dans l'exemple. De la même façon, en fait, qu'un influenceur qui se basait 100% sur les réseaux sociaux, mais qui ne se créait pas de mailing list, Mm. tu vois. Donc, ça, c'est un conseil que tu as sûrement entendu. En fait, il faut se créer une liste, il faut se créer une liste pour, en Oui. fait, tu sais, conserver son audience. C'est un peu ce que je suis en train de te dire là, dans le monde Web3. C'est en gros, tu sais, as les marketplaces, et est-ce que toi, tu prévois de te créer ton propre channel? Oui, d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que dans la logique de décentralisation, chaque artiste devrait pouvoir vendre ses NFT aussi sur son propre, sa propre plateforme de vente. Après, oui, c'est vrai que aujourd'hui, dans la méta actuelle, je pense que la plupart des artistes veulent tirer parti des gens qui naviguent sur les plateformes. Et après, oui, ça pourrait être intéressant. Mais ça demande de savoir, enfin, de travailler avec quelqu'un qui sait coder ça. Yes. Mais après, en fait, tu vois, Manifold, pour moi, c'est dans la catégorie des solutions no-code. Donc, enfin, il y a d'autres acteurs, mais c'est c'est comme le Shopify, en fait, du smart contract. Donc, Oui, c'est-à-dire, il te propose une interface. Donc, bien évidemment, tu n'auras pas toutes les options que tu peux avoir avec un développeur, mais en tous les cas, tu as une option intermédiaire qui te permet de oui, dire, OK, ben, entre le moment où je me dis, soit je vais avec un développeur ou soit je vais faire rien du tout, soit je vais avec un développeur, soit je peux me le faire tout seul avec une solution no-code, ou soit je fais rien du tout. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une option supplémentaire. mais je pense qu'il y a déjà, il y a des solutions qui sont en train de se faire construire en ce moment pour intégrer un marketplace NFT sur son site. Je pense notamment à Ritsu, je crois. J'ai pas de nouvelles, mais on m'avait proposé un jour d'investir dedans. Mais oui, je pense que ça ne saurait tarder de pouvoir un jour intégrer ça, Mais, et mais, ce mais serait Nifol ne le fait intéressant. pas déjà? Mais Nifol, tu peux te créer ton smart Euh, contract, mais il ne te propose pas en fait un truc où tu peux vraiment avoir, tu sais, ton site. Je crois pas. Non, je crois Non? que c'est encore D'accord. que smart contract, ce qui est déjà très très bien Oui, oui, en bien sûr, soi. mais ça va arriver. En tous les cas, s'il commence par Oui, ça, ça va arriver. Après, effectivement, comme tu dis, il y a d'autres solutions. Je ne la connais pas, celle que tu dis, mais je connais au moins une autre qui s'appelle ThirdWeb. Et mm, enfin, de toutes les façons, ce truc-là, c'est inévitable, ça va forcément arriver. oui. Euh, Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te. Sur le marché actuel, donc parlons un peu de ta communauté. Euh,
est-ce que tu arrives à te créer en fait une communauté qui te suit autour de tes projets, de tes créations? Euh, Qu'est-ce que tu peux dire au niveau de ta communauté? Ma communauté, j'ai l'impression que c'est surtout une communauté de fans, c'est-à-dire de gens qui aiment mon art et qui résonnent avec. Euh, j'ai un petit Discord, mais il est vraiment tout petit. C'est vraiment un Discord entre amis. Il n'y a il y a aucune prétention. Euh, Après, je pense avoir quand même réussi à avoir une communauté assez solide, je dirais, parce que jusque-là, j'ai quand même réussi à vendre la plupart de mes œuvres. Enfin, même je suis quasiment sold out aujourd'hui. Et ouais, je pense que ma communauté, ce sont surtout des gens qui sont assez introvertis, qui aiment bien les illustrations qui parlent de sentiments et de mélancolie. Ou bien, il y a aussi des gens qui aiment bien les jolies filles, vu que mes personnages sont des jolies filles. Après, j'essaie aussi de les récompenser, enfin de récompenser ceux qui m'ont déjà acheté quelque chose en faisant des airdrops de temps à autre, parce que je pense que c'est important aujourd'hui d'apporter de la valeur. Euh, Moi, en tant qu'artiste, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de leur apporter de l'art, du coup. Et voilà, hein. Après, euh, bon, c'est tout. Pour le moment, vu que j'ai pas fait de grosses collections, à part ma collection de visages, mes Plural Faces, c'est une collection de 50 portraits. Euh, j'ai pas une énorme communauté comme pour les projets à 10K. Là, c'est Ok. plus une communauté très organique, très. Ouais, c'est un peu une petite sphère. Non, après, mais il y a pas de, enfin, il y a pas de mauvaise taille de communauté, hein. Il n'y a qu'une communauté. Enfin, la meilleure Ah communauté que tu non, peux avoir, c'est pas une communauté où il y a du nombre, c'est une communauté qui est engagée. Donc, du ah oui, coup, c'est clair. vaut mieux avoir en fait une petite communauté qui est engagée, qui est proche de toi, qu'avoir en fait juste des chiffres qui, enfin, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Donc, Mm. il y a aucune, j'ai oublié le mot, il y a, enfin, c'est très bien ce que tu as décrit, hein. Il y a pas de complexe, voilà. Il y a pas de complexe à avoir avec, en se comparant avec une Ah oui, bien collection à sûr, 10K. oui. Parce que sold out sur une collection à 10K, c'est pas, enfin, c'est pas gage de réussite. Parce que Ah oui, bien sûr, enfin, je suis ok, d'accord. il y a les fonds qui sont rentrés, mais derrière, après, enfin, il faut délivrer, il faut entretenir plus ou moins enfin, l'engouement qui a été créé. Parce que, bon, s'il y a un sold out sur 10 000 tokens, c'est qu'il y a forcément un certain engouement qui a été créé. Et donc, ça, il faut pouvoir le gérer. Et donc, cette hype, Oui. elle est compliquée aussi à prendre de plein fouet. Donc, de mon point de Ah oui, on se vue, enfin, retrouve marié à son projet, hein, à 10K, si on le oui, sold out. On se oui, retrouve oui. engagé à vie, quoi. Mm. Et, donc là, tu as exprimé l'aspect communauté, tu as exprimé le côté reward, de comment en fait tu récompenses enfin, ta communauté de temps à autre avec des airdrops. Donc ça, pour moi, c'est une utilité. Est-ce que tu imagines d'autres utilités que tu pourrais offrir en fait à ta communauté? Oui, alors j'imagine. Là, je pense plutôt à mes futures collections, si j'en fais. Alors, bien sûr, j'ai plusieurs idées en tête. Je ne sais pas si je peux vraiment en parler parce qu'elles sont pas encore, elles sont pas encore assez matures, on va dire. Mais oui, oui, je pense à pouvoir leur donner l'exclusivité et la priorité sur mes prochaines collections, ça c'est sûr. Mm. Mais du coup, cette reward que je leur offre, c'est un peu, comment dire, une preuve qu'ils font partie de mon cercle, si je puis dire. Mm. D'accord, Du coup, je pense m'appuyer dessus prochainement. Mm. parfait, parfait, parfait. Est-ce que tu as déjà envisagé des collabs ou est-ce que tu as déjà fait des collabs? Qu'est-ce que tu penses de la collaboration de manière large? Alors, la collaboration, j'en avais jamais fait avant le milieu NFT.
c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment dans ce milieu et j'en ai beaucoup fait quand j'ai commencé et enfin, j'adorais faire ça. Franchement, c'était le peu de collaboration que j'ai fait, c'était avec Pranksy, Christy Glass aussi, Shinji Akira, Nika Dani et aussi Daniela Hatfield. Et à chaque fois, ce sont des collabs qui nous ont aidés enfin, à nous faire connaître et aussi qui se sont vendus assez cher. Du coup, ça a toujours été sympa. Puis même dans le processus de création, j'aime beaucoup quand il y a, enfin, quand au final le résultat il transcende un peu les espérances de chacun. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai le temps, on va dire. Mm. Après, aujourd'hui, j'en fais plus trop parce que j'aimerais vraiment me concentrer sur mon art et sur la façon dont je développe mon univers et ce que je vais mettre en place aussi bah, pour ma communauté. Du coup, j'ai un peu stoppé les collaborations avec les autres artistes, mais c'est vrai que bah, c'est toujours des très bons projets qui, à chaque fois, reçoivent bah, beaucoup de visibilité au final parce que du coup, les deux artistes s'allient et les deux Oui. communautés des artistes sont intéressées. Et du coup, sur tous les. Donc, j'ai retenu Prensky, Daniela Hadville, Hatfield, alors Hadfield. ouais, elle se fait appeler Daniela Doodles. D'accord. Et du coup, quand tu faisais ces collaborations, donc tu en as cité d'autres, hein, c'est les deux que j'ai pu noter, donc Prensky parce que bon, c'est Prensky, enfin je connais. Et après les autres, c'est en gros ça allait trop vite, donc j'ai pas eu le temps de noter. Et Oui. quand tu faisais enfin quand tu as pu faire des collabs avec eux, sur le process créatif, comment ça se passait? C'est-à-dire que c'est eux qui t'approchaient, j'imagine? Ils t'approchaient en proposant en fait un projet commun. Et qu'est-ce qui se passait à partir de là? Euh, alors pour ces trois personnes, Christy Glass, Pranksy et Daniela, c'est moi qui les ai approchés. Euh, et alors pour Pranksy, j'étais la seule à dessiner du coup. Lui, il mettait à disposition son Avastar et du coup, je lui ai proposé de le lui refaire et de faire une collab avec lui. Il a accepté. Ensuite, pour Christy Glass, je l'ai approchée aussi parce que j'adore son travail et elle a accepté de travailler avec moi. Euh, Là, pour le process, on avait décidé de faire un immeuble, en gros, une façade, avec plusieurs fenêtres. Et chaque fenêtre ouvrait sur un appartement surréaliste, un peu rêveur. Et donc, chacune devait faire 6 fenêtres. Donc, au final, c'était chacune travaille de son côté pendant quelques mois. Et ensuite, on met tout en commun et on compose ensemble. Donc là aussi, on voit le résultat qu'à la fin et c'était une très bonne surprise. Et pour Daniela, elle a un style qui est très light painting. Elle fait des illustrations sur fond noir, avec des traits très lumineux et colorés. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai peint le personnage en premier, et ensuite elle est venue par-dessus pour apporter des ornementations très lumineuses et très colorées. Donc à chaque fois, il n'y a pas vraiment de process à l'avant, c'est en fonction de l'artiste, en fonction de comment nos travaux peuvent s'allier, c'est un peu au feeling, quoi. D'accord, ok. Parfait. Et donc, du coup, donc c'est au feeling. Et est-ce qu'il y a un temps, enfin, est-ce qu'il y a plus ou moins une timeline qui est définie en avance, ou c'est plus ou moins aussi au feeling, chacun en fonction du temps qui lui est disponible? C'est surtout au feeling là aussi. Donc ouais, peut-être qu'il vaudrait mieux faire des deadlines parce que souvent on s'est retrouvé à ce que ça traîne en longueur et c'est aussi pour ça du coup que les collabs j'ai un peu freiné parce que on se rend pas compte mais ça prend beaucoup de temps puis on n'a pas forcément envie de presser l'autre artiste aussi parce que lui aussi il a son calendrier. Mais oui, là pour les trois collabs, s'il n'y a pas de deadline, ça peut prendre des mois quoi.
Parce que ça, D'accord. au final, ça vient toujours. C'est jamais la priorité sur les projets qui sont payés ou qui sont. Voilà, c'est jamais la priorité de finir la collaboration. Ok, c'est très clair. Au niveau de ton art, si tu dois lui donner un... Est-ce qu'il y a un mot-clé ou un ensemble de mots-clés qui peut définir le type d'art que tu fais? Euh, je dirais coloré, super coloré, très saturé, féminin, sensible, euh, rêveur. Non, j'aime pas trop le mot rêveur. Surréaliste, sûrement. Euh, propice à l'introversion. Non, c'est pas des mots-clés, mais c'est toujours assez gênant de d'écrire son propre art, hein. Mais en C'est un fait, exercice assez là, compliqué. oui, c'est compliqué, mais c'est d'autant plus compliqué parce que je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est en gros, tu le décris sur les traits de plus ou moins de caractère ou les traits de spécification. Moi, c'était plus sur l'approche de pur art. C'est-à-dire, tu sais, par exemple, tu peux avoir du art génératif, tu peux avoir de Ah, l'autoportrait, tu peux avoir des 1 pour 1. Donc, l'art que tu fais, en fait, il se range dans quelle catégorie s'il y en a une? 2D art, Tout digital dit? painting, ouais, 2D et animé. Ok, ok. Et du coup, donc, digital painting, 2D art et animé, est-ce qu'il y a des formes d'art que tu aurais envie d'essayer? Et enfin, en tous les cas, est-ce qu'il y a des moments donnés où tu dis ah ben j'aimerais bien tester, enfin, tester une idée et ah je maîtrise pas ce type de médium. Est-ce que des fois il y a des choses comme ça qui te passent par la tête? Bah, en ce moment, je suis en train d'explorer l'animation. J'ai fait qu'une seule œuvre 1-1 qui est animée en loop. Et du coup, je suis encore débutante là-dedans. J'essaie d'animer mes personnages avec After Effects. Juste pas les animer de façon très. Enfin, ils vont pas se mettre à marcher ou quoi, hein. Mais juste vu que je fais des portraits, euh, juste les faire prendre vie en faisant bouger les cheveux ou leur faisant cligner des yeux. Enfin, commencer par des petites choses comme ça. Je sais pas si tu connais le jeu League of Legends. Oui, de nom, oui. Oui. Après, Bah, en tout, enfin, j'y ai pas joué, mais je connais de nom. Bah, en tout cas, quand tu commences le jeu et que tu arrives sur la page pour te connecter, il y a toujours une super illustration qui normalement est statique. Et sur cette page-là, elle prend vie, enfin, elle loupe, c'est toujours une boucle temporelle, mais le personnage, il prend vie par sa respiration ou par des effets un peu magiques. Du coup, c'est ça que je recherche en ce moment avec mon art, j'aimerais bien commencer par là. Surtout que ce qui est intéressant avec les NFT, c'est qu'on peut faire de la vidéo et je trouverais ça spectaculaire de pouvoir faire une exposition avec des infinite objects qui sont que des animations qui loupent. Là, pour moi, le NFT prend vraiment tout son sens. On peut exposer des vidéos chez soi. Donc, enfin, moi, personnellement, je trouve que la vidéo, le motion, ou la VR, enfin, c'est vraiment des médiums qui exploitent bah, le potentiel du NFT plus que l'art statique, à mon avis. Et pourquoi? Euh, parce que, parce que, bah, tout simplement parce que c'est vraiment de l'art numérique, quoi. Alors oui, le digital painting qui est statique est aussi de l'art numérique, mais je trouve que c'est pas exploiter tout ce qu'on pourrait faire avec un écran. Voilà, la différence entre, bah, par exemple, quelque chose qui est imprimé et un écran, c'est que l'imprimé, il peut pas bouger.
Tandis que l'écran, si on fait un NFT d'un digital painting qui bouge pas, c'est un peu se bloquer des portes sur un écran. Sur un écran, on peut faire tout un tas de choses. D'accord. Donc là, tu parles de la représentation. Ouais, sur le support, je parle du potentiel que le support peut apporter. Donc, Ok. en ce sens-là, ouais, je pense que la vidéo ou la réalité virtuelle ou la 3D ou encore l'IA, les œuvres d'art qui sont créées grâce à l'IA, je pense vraiment que ce sont des formes d'art qui correspondent vraiment au potentiel du NFT. Ok. Parfait. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien me diriger vers un peu plus ces médiums-là. Nickel. Donc un peu plus d'after effect. Oui. Ton une semaine de rabais, ça représente. Est-ce que tu peux décrire c'est quoi une semaine de rabais? En tant que si je travaille chez moi, c'est ça? C'est quoi Oui, mon en emploi tant du temps? que. Oui, oui, ouais. Une semaine, alors moi je travaille vraiment à mon rythme, hein. Je vais pas le matin, j'essaie de me lever tôt. Je vais commencer par le sport ou faire un petit peu des travaux dans la maison. Et ensuite, quand il va commencer à faire chaud, parce qu'en ce moment il fait très chaud, je vais arrêter, je vais aller me doucher et ensuite je vais monter dans mon bureau et je vais me poser et je vais regarder mon emploi du temps, mon calendrier, qu'est-ce que j'avais prévu de faire. Je vais un peu aller sur Twitter pour dire GM et dire bonjour aux gens auxquels je parle tous les jours. Et ensuite, là, je vais commencer à faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire dessiner, ou bien gérer un peu mon site, mettre à jour un peu mes autres réseaux sociaux. Dans ma semaine, j'essaie toujours de faire entre 70 et 80% d'art. Ok. Et le reste, j'essaie de faire du marketing, c'est-à-dire réseaux sociaux, gérer le site. Ou alors apprendre des choses sur Skillshare, par exemple. Je suis beaucoup sur Skillshare. Ok. Et donc là, c'est quoi les dernières choses que tu as apprises sur Skillshare? En ce moment, sur Skillshare, je regarde beaucoup de vidéos marketing pour apprendre à pas mieux me vendre, mais plutôt mieux communiquer. J'apprends un peu à mieux définir mon identité en tant qu'Orabel sur les réseaux. Donc, je suis artiste, hein, je ne suis pas une marque, mais pour autant, j'ai l'impression que c'est un peu ce que les gens recherchent. Quand ils s'attachent à un artiste, ils s'attachent à une personnalité, ils s'attachent à un certain type d'art, un certain type de sujet. Et du coup, en ce moment, j'essaie d'apprendre à comment vraiment exacerber au rabel, comment exacerber mon identité visuelle, mon identité aussi quand je m'adresse à mes followers sur les réseaux, et aussi à mettre en place tout un tas de trucs comme tu dis, une mailing list ou peut-être un blog, des choses comme ça. Ou ouais, en ce moment, j'essaie de mettre en place un peu des revenus passifs. Voilà, c'est ce que j'apprends sur Skillshare. Ok. Et du coup, quel type de revenu passif enfin, tu essayes de mettre en place quel type de revenu passif en ce moment? Alors, j'ai pensé à un blog qui traite des NFT, mais plus orienté artiste, parce que j'ai remarqué que en ce moment, en français, il n'y a pas beaucoup de contenu sur les NFT, mais pour les artistes. Là, en ce moment, c'est plutôt pour les investisseurs. C'est des articles qui sont très poussés, enfin qui vont dans les détails tech. Et je pense que quand tu es artiste et que tu veux vraiment t'y mettre, les détails tech, c'est pas ton problème vraiment. Tu veux juste savoir comment faire pour te faire connaître dans le milieu, comment miner ton NFT, quelle plateforme choisir, etc. Donc ça déjà, c'est une piste. Ensuite, j'aimerais essayer de mettre en place plus une petite boutique de print avec mes œuvres. Là, on repart un peu dans le Web2.
j'aimerais aussi mettre en place des petites textures que je fais avec de l'acrylique, les mettre à la disposition d'autres artistes sur Creative Market, par exemple. Voilà, là, c'est plus des ressources que des designers peuvent utiliser. J'avais d'autres idées, mais là, elles viennent pas. Ah, Je vais essayer c'est de me déjà pas mal, concentrer hein. d'abord sur quelque chose. Ouais, faut y aller un par un, je pense. Oui, oui, c'est sûr. C'est déjà pas mal en termes d'expansion. Et donc, du coup, donc, j'imagine que ce serait un peu pour créer en fait une sorte de boucle vertueuse où Mm. tu t'es créé des revenus passifs qui te permettent d'avoir un peu plus de temps à consacrer sur ton art. Ton temps que tu vas consacrer sur ton art va faire que tu vas peut-être faire un peu plus parler de toi. Comme tu fais un peu plus parler de toi, ça va engranger plus de visibilité sur ce que tu fais, ton art, mais également tes revenus passifs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'imagine que c'est un peu plus ou moins l'objectif. Oui, c'est ça, oui. Bah, dans le cours que j'ai pris, la femme, elle explique que bah, c'est beaucoup de travail au début, peut-être pour pas grand-chose, mais c'est le revenu passif, ça, enfin, se crée au fil des années. Donc, ouais, c'est vraiment pour créer cette boucle vertueuse, comme tu dis, au fil du temps. Oui, ok, pas de souci. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés que tu aimerais aborder? Non, je ne pense pas. D'accord. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé dans le milieu des NFT? Alors, il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir. Je pense que la chose principale que j'aurais aimé me dire à ce moment-là, c'est ne baisse pas tes prix. Alors, j'ai baissé mes prix à mon tout premier bull run. Quand j'ai commencé les NFT, l'Ether il était à 300 euros. Et Wow. donc en décembre, l'Ether a fait une grosse montée. Il est arrivé à 800 ou 1000, je sais plus, quelque chose comme ça. C'était assez impressionnant. Et moi, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de baisser mes prix. Et j'aurais pas dû. Là, c'est quelque chose que je regrette un petit peu d'avoir fait. Parce qu'à l'époque, j'avais pas compris que les collectionneurs, ils réfléchissaient pas en fiat, ils réfléchissent la plupart du temps en Ether. Du coup, si tu es habitué à vendre à 2 Ethers, garde tes 2 Ethers. Même si l'Ether est très haut, il faut garder ta constante avec cette monnaie-là et non pas en fiat. Voilà, ça, c'est la chose principale que j'aurais aimé savoir. Donc, chose principale, donc ne baisse pas tes prix. En tous les cas, c'est ne baisse pas tes prix, mais surtout, finalement, ne raisonne pas en fait en fiat, raisonne en fait Mm. en crypto-monnaie. Et Oui. donc, la conséquence de ça, c'est du coup, ne baisse pas tes prix. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé? Euh, Ah, il y a plein de choses. Oui, j'aurais aimé acheter un CryptoPunk quand ça coûtait pas cher. Ou j'aurais aimé investir dans les Bored Apes quand ça coûtait 0,4. Oui, il y a plein de choses, hein. De toute façon, dans ce milieu, il y a toujours des choses où on se dit oh, si j'avais su, j'aurais fait ça. Donc, ouais, c'est un peu un milieu où c'est un peu comme le loto à chaque fois, hein. On ne sait pas, il y a des opportunités, on les prend pas. Après, c'est à chacun sa chance ou sa malchance. Oui. Et donc, du coup, là, donc là, le crypto et enfin, CryptoPunk et Bored Ape, c'est plus côté collecteur. Mais sur côté artiste, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais voulu savoir avant de commencer? Donc, il y a le côté baisse pas tes prix, en tous les cas, raisonne pas en fiat, raisonne Mm. en crypto, monnaie. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, honnêtement, non, parce que au final, on se fait sa propre expérience au fil du temps.
Et je vois pas ce que j'aurais pu savoir de plus quand j'ai commencé. À part le truc sur les prix, je vois pas. Parce que même à l'époque, j'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui en dessin. Donc je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Et surtout, je travaillais encore à temps plein chez le temps des cerises. Donc je pourrais même pas dire oui, pourquoi t'as pas fait ta collection de collectibles plus tôt. Genre, j'aurais juste pas pu. Donc ouais, non, je vois pas. Peut-être que si, ouais, je pourrais dire, j'aurais aimé savoir qu'il fallait que je fasse peut-être plus d'œuvres 1-1, plus régulièrement. Je sais pas. Mm. D'accord. Mais pour moi, Ok. ouais, le raisonnement Fiat, c'est le plus important. Enfin, justement, pas raisonner en Fiat. Ok. C'est noté et je pense que ça aidera des artistes qui regarderont cet enregistrement. Donc tu me disais, en fait, tu ne vois pas de sujet ou enfin, en tous les cas, de questions que je t'ai pas posées, que il n'y a pas de sujet que tu aimerais aborder ou je t'ai pas donné l'occasion de l'aborder. Non, non. Ok, parfait. Du coup, je vais te poser donc c'est deux segments en fait que je fais systématiquement là dans Robert Spotlight. Donc le premier segment c'est passe décisive. Donc moi en fait j'aime le foot donc c'est pour ça que j'appelle ça passe décisive. Sinon en mode NFT j'aurais appelé ça airdrop. En gros l'idée c'est de dire au Rabel qui est-ce que tu aimerais voir dans Robert Spotlight en tant qu'invité et que tu connais. Euh, Femiki. Femiki, comment t'écris ça? Femiki. I-K-I. Ok, ok. C'est noté. Donc, du coup, je note que tu fais la passe D à Femiki. Donc, je Oui. compte créer, je disais. Et est-ce que. Donc, il y a la passe D et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais savoir de Femiki? J'aimerais bien savoir, en savoir un peu plus sur son process de création Ok. et si elle compte aussi, est-ce qu'elle compte un jour faire un projet de collectible ou pas sur Tezos, puisque je sais qu'elle travaille beaucoup sur Tezos et il y a vraiment pas beaucoup de projets comme ça sur Tezos à l'heure actuelle. Du coup, j'aimerais bien savoir ça. Ok, nickel. Donc, je note que tu veux en savoir un peu plus sur son process de création et Mm. est-ce qu'elle va lancer un projet collectible sur Tezos? Voilà. Ok, nickel. Ben, c'est noté pour la passe D à Femiki. Donc, du coup, je vais essayer, en tous les cas, bon, dans le principe, ce que j'aimerais faire, en gros, c'est l'inviter, en fait, dans Robert Spotlight et, en fait, de clipper, en fait, la séquence où tu poses des questions et, en fait, de lancer la vidéo et ensuite de la faire répondre pour, faire un petit côté, c'est un petit côté engagement, quoi. Mais bon, Ok, ça, d'accord. c'est purement pour le show. Ensuite, avant de poser la dernière question, je vois qu'il y a. Alors, je vais juste afficher ça. Donc, association CEDES. Bonjour, vous êtes des artistes. Donc, là, en l'occurrence, moi, je ne suis pas un artiste. Moi, c'est Robert. Mais Orabel est une artiste. Et le principe de Robert Spotlight, dans tous les cas, l'épisode du moment, c'était de la présenter, en fait, son parcours, comment elle a découvert les NFT, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, quelles sont les influences, etc. Donc, je ne sais pas si tu as pu voir l'ensemble de l'épisode, mais en tous les cas, si tu n'as pas pu, je te conseille de revoir le replay quand enfin, quand on va terminer cet épisode. Et c'est le collectif Cyberbat. Non, je ne sais pas de quoi on Non. parle. Bah, le collectif Cyberbat, c'est un collectif qui, je crois, travaille avec beaucoup d'artistes qui sont originaires bah, du continent africain, de plusieurs pays. J'ai pas. Non, malheureusement, je ne fais pas partie de ce collectif, même si j'aimerais beaucoup, parce que j'aime bien ce qu'ils font en termes d'action. Euh, mais non, désolée. Ok, pas de souci, pas de souci. Et du coup, ça termine par je n'ai pas pu voir, mais je vais voir le replay, merci. Donc, nickel. Et donc, tu en connaîtras
beaucoup plus sur Orabel, l'artiste. Et du coup, j'arrive sur la dernière question pour Orabel. Orabel, pour toi, c'est quoi un NFT? Pour moi, un NFT, une sorte c'est une sorte de certificat d'authenticité pour une œuvre qui n'est pas matérielle, qui est numérique. Voilà, pour moi, c'est Ok, ça. C'est ce qui nickel. fait l'original d'une œuvre numérique. Parfait. Bah, en tous les cas, merci beaucoup, Orabel, de ta présence. Merci du temps que tu m'as accordé, de, enfin, de l'expertise que tu as pu partager, de ton process créatif, de tout ton univers, donc, qui est très donc, art coloré sur un lys féminin, euh, qui parle de ma compréhension à des introvertis. Peut-être pas seulement, mais en tous les cas, tu as indiqué que ça parlait bien à des introvertis. Merci pour tout ce partage et puis je te dis à bientôt sur les réseaux. Bon, bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir. Et oui, bah, on peut se reparler bientôt, quoi. Nickel. Merci beaucoup, Rabel. Et puis pour en tous les cas, association CEDES, je te souhaite un bon revisionnage. J'imagine que tu as apprécié l'épisode avec Orabel. Et sinon, je te dis à bientôt dans un prochain épisode de Robert Spotlight. Allez, ciao! Ciao, merci.